Parce que les Canadiens ne comprennent pas tout à fait pourquoi les Américains sont en train de cibler leurs meilleurs amis et leurs plus proches partenaires plutôt que d'autres pays dans le monde. Mais on est capable de se défendre, on est capable de surmonter cette situation et en sortir encore plus fort. Donc, on va se protéger, puis on va se battre. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault sur la riposte annoncée hier et l'importance de protéger les intérêts canadiens. Compte tenu des déclarations du président Trump, cette guerre commerciale était-elle devenue inévitable et que doit-on envisager maintenant pour la suite? Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Michel, j'ai envie de commencer avec vous sur le ton de la réponse de M. Trudeau hier soir. C'était quand même assez tard, sur deux fronts, hein, un appel aux Canadiens, puis ensuite aussi, s'est adressé directement aux Américains. Moi, j'ai entendu, avant qu'il le fasse, hier après-midi, en me promenant en ville, etc., des gens me dire exactement ça, que leur sentiment, c'était ça. Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils nous fassent ça? Alors, il y a une colère contre les États-Unis actuellement, qui est réelle, et le politicien qui va le mieux la harnacher va compter des points. Bon, M. Trudeau s'en va, mais ça sera peut-être le Parti libéral qui en profitera. Mais c'est clair que les Canadiens, les Québécois que j'ai rencontrés me disaient non, ils peuvent pas nous faire ça. On a toujours été des voisins honorables, des bons voisins, et là, c'est un geste hostile qu'on ne comprend pas, puis bon, là... je vous passe ce qu'on m'a dit sur Donald Trump. J'entends. Oui, il y a comme un élan, on peut appeler ça du patriotisme. C'est pas très répandu au Canada, là, le 1er juillet normalement, mais on est pas mal là-dedans. Entendre des gens, beaucoup de gens huer l'hymne national américain à la partie des sénateurs hier soir, c'est certainement un signe que quelque chose est pas normal parce que envers et contre tous les Canadiens, d'habitude, sont des gens plutôt polis qui huent pas l'hymne national de leurs voisins en visite. Cela dit, Justin Trudeau, je crois, effectivement, hier, a parlé à son auditoire, a connecté. Ça se voit là, sur les médias sociaux, c'est plein de messages de gens qui se disent conservateurs ou pas libéraux et qui disent, mais hier, il parlait pour moi. Il a aussi fait autre chose qui a passé peut-être un peu inaperçu, mais qui est super important, c'est qu'il a déjà jeté ou mis de côté l'idée qu'on va se diviser pour répliquer aux États-Unis. Quand il a été questionné sur l'énergie, les représailles éventuelles, il a fait un détour pour dire « je ferai rien ». Il a pensé au pétrole ou au gaz naturel, par exemple, et à l'Alberta. « Je ferai rien sans l'accord des premiers ministres concernés par cette chose-là ». Ce qui enlève l'hypothèque, est-ce qu'on va diviser le Canada, l'Alberta va jouer son jeu d'un côté, les autres de l'autre, et c'est pas ce qu'on a entendu hier. La suite des choses, on verra, mais la première chose à voir, c'est la réaction américaine, parce que l'idée qu'aux États-Unis, on est en train d'applaudir Donald Trump, surtout une fois que la bourse américaine va ouvrir demain, c'est une idée à vérifier, mais c'est loin d'être évident. Alec, il y a des sénateurs américains qui disent ça ne durera pas longtemps, il fallait qu'ils fassent ça. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette hypothèse-là que, bof, on a mis ça sur la table, mais ça ne sera pas très long? Oui, c'est intéressant cette question-là parce qu'on a entendu le sénateur du Dakota du Nord, Kevin Cramer, dire ça, Suzanne Collins, la républicaine du Maine aussi, dire écoutez, ça pourrait ne pas durer très longtemps, Donald Trump veut aller chercher des gains puis ça va s'estomper. On peut le voir avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, cette question-là, parce que Kevin Cramer est celui qui s'est rendu à la Maison-Blanche cette semaine, plaider la cause du Canada avec le plan canadien en main de sécurité à la frontière. Parce qu'il faut savoir que le Canada, le bureau de Justin Trudeau n'a pas accès à la Maison-Blanche. Hein? On n'est pas capable de parler à Donald Trump ou à quelqu'un de très, très près de lui. Donc, c'est les sénateurs républicains favorables au Canada. Ils étaient plusieurs, sénateur Toone, sénateur Ricketts, sénateur Cramer, qui se sont rendus, ont plaidé la cause du Canada. C'est des républicains influents. Et donc, on peut se dire, on a dans notre camp des sénateurs républicains influents qui veulent que ça dure pas longtemps, qui plaident pour le Canada, puis pas parce qu'ils aiment le Canada particulièrement, parce qu'ils ont peur que les démocrates sautent là-dessus et disent que l'inflation va repartir aux États-Unis. Ouais. Puis comme ils se sont fait élire sur le fait que l'inflation est un problème, si les démocrates passent les 6 prochains mois là-dessus, ça sera pas bon. Donc, ils ont cette crainte-là. Donc, on se dit, ça, c'est le verre à moitié plein. Il y a des gens qui vont peut-être réussir à dire à Donald Trump, après 1 mois, après 2 mois, on passe à d'autres choses.
Le verre à moitié vide, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le convaincre. Ils se sont rendus, ils lui ont parlé et il a dit non. Alors, on peut le voir d'un côté comme de l'autre. On a des alliés là-bas, mais pour l'instant, ces alliés-là n'ont pas réussi à faire entendre raison à Donald Trump, qui n'est pas quelqu'un de raisonnable. Et ça, ben, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Michel Chantal, ensuite. Michel. N'oublions pas la partie mexicaine là-dedans aussi, qui est une partie importante de l'affaire. La bière la plus vendue aux États-Unis, c'est une bière mexicaine, la Modelo. Ils achètent, ces gens-là, les 2/3 de l'orge produit aux États-Unis. Vous me direz, il y a des produits de substitution, puis on peut tout arranger. Oui, sauf que les fermiers qui cultivent de l'orge, eux, ils voient le prix de l'orge baisser radicalement. Est-ce que Donald Trump veut perdre le Midwest? À un moment donné, ça va faire mal. Oui. Chantal? Question suivante. Il faut surveiller l'industrie automobile. Selon les gens qui connaissent l'industrie pas mal mieux que moi, comme l'association qui représente les fabricants de pièces automobiles, l'industrie automobile américaine et canadienne ne peut pas fonctionner après une semaine. Et avec ces tarifs-là, ça veut dire des automobiles qui coûtent plus cher. Je regardais hier un graphique qui montrait les actions des principales compagnies automobiles américaines. Et ce qu'on voit, là, c'est une courbe qui descend comme une pente de ski, mais la noire, pas la bleue pâle. Alors, il y avait déjà des dissidences dans l'entourage de Donald Trump. Moi, je crois, et là, je vous fais de la psychologie à Saint-Saëns, ça vaut même pas le Saint-Saëns, alors sortez-le pas de votre poche. Quand Reuters a sorti une histoire vendredi pour dire finalement, il n'y aura pas de tarif avant dans un mois et il y aura des négociations entre les deux, moi, j'ai comme l'impression que les gens qui ont dit ça pensaient qu'ils avaient gagné une bataille auprès de Donald Trump, qu'ils ont perdu en fuitant ce renseignement-là, c'est-à-dire qu'ils l'ont amené à dire non, c'est moi qui décide, puis vous pensez que ça va se passer comme ça, ce ne sera pas le cas. Parce que la séquence, ça a été presque il a dépêché sa secrétaire de presse, sa porte-parole, pour dire le contraire. Dans les minutes qui ont suivi, ça ressemblait très franchement à la colère d'un enfant qui tape du pied. Oui, Alec, je t'ai vu réagir. Je voulais dire qu'il y a des gens qui font des comparaisons avec 1971, lorsque Richard Nixon avait imposé des tarifs de 10 %. À l'époque, c'était pour tous les pays du monde pour essayer de faire fluctuer le dollar. Là. La comparatif ne fonctionne pas. J'ai lu beaucoup là-dessus dans les derniers jours. Les tarifs de 10 % de Richard Nixon, d'abord, l'économie canadienne et américaine n'était pas aussi intégrée en 1971 qu'elle l'est maintenant. Et c'est l'exemple de l'auto de Chantal qui m'a fait penser à ça. Et aussi que les 10 % on les a longtemps présentés comme étant des tarifs sur tout. C'était pas vrai. En fait, ça touchait seulement 27 % des exportations canadiennes vers les États-Unis. Le pétrole, le gaz ne faisait pas partie des 10 %. Le sucre, les produits agroalimentaires, les céréales. Donc, on avait été capable à l'époque de durer 4-5 mois parce qu'on avait beaucoup d'exemptions. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'exemption. Et donc, quand un produit se promène entre les deux frontières, autant mexicaine que canadienne, 5, 6, 7 fois, est-ce qu'on applique chaque fois 25 %? C'est là que le casse-tête commence. Et là, on va peut-être se rendre compte que ce qui fonctionnait à l'époque, et je le dis parce que Donald Trump était un proche de Richard Nixon, ils se sont écrits, ils se sont parlé avant que Nixon meure à l'époque. Donc, lui, il s'est peut-être dit « Ah, c'était une bonne idée, là ». Mais on n'est plus du tout en 1971, puis je suis pas certain que ça va être aussi simple qu'il le pense. Oui, des fois, ces idées-là, quand on les exporte sur quelques décennies, ça fonctionne pas de la même façon. Parlons de la riposte. Michel, M. Trudeau, hier soir, a dit 25 % de tarifs, donc essentiellement, on y va avec une riposte à peu près équivalente sur éventuellement 155 milliards en revenus potentiels. Est-ce qu'il a pris le bon chemin? Je ne sais pas si ce qu'il a fait exactement est la bonne chose. Ce qui était évident, par exemple, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas répondre. Et répondre de la façon dont il l'a fait semble tout à fait cohérent. Il n'était pas question que le Canada prenne ça comme « Ah bon, c'est arrivé, puis nous, on va rester gentils ». Alors, et je pense qu'encore une fois, c'est dans l'air du temps. C'est ce que les Canadiens veulent. Ils ne veulent pas que cette fois-ci, on soit les gentils Canadiens qui se laissent faire. Mais la seule façon de faire une guerre commerciale, c'est de répondre, puis c'est ce qu'il a fait. Oui, la riposte, Chantal? Intéressant parce qu'il y a cette menace implicite. Si vous ripostez, je vais vous faire encore plus mal. Ça risque d'arriver, mais plus Donald Trump va s'enfoncer dans son affaire de tarifs, plus ça va être difficile à défendre aux États-Unis. Alors, c'est un risque calculé. D'autre part, il y a une espèce de période, 21 jours,
pour dire, vous pensez qu'on vous fait mal, mais c'est rien comparé à ce qu'on pense à vous faire. Et l'idée, c'est de donner aux forces vives de la société économique américaine le temps d'accélérer ou d'intensifier des pressions. Et c'est ce qui va se passer. Est-ce que Donald Trump va rien entendre? J'en sais rien. C'est impossible d'être dans la tête de quelqu'un qui ne fonctionne pas sur la logique économique ou commerciale ou autre. Mais néanmoins, le Canada a besoin d'une dynamique américaine. Et même si ce n'était pas Justin Trudeau, le premier ministre, en passant, c'est de moins en moins personnel. Maintenant, la crainte de certains, je vous le dis en passant, c'est qu'à force de dire qu'on a des choses dont les États-Unis ne peuvent pas se passer, il se retourne et se replie sur son discours du 51e État, qui est une proposition complètement différente. Oui, effectivement. Sur la dynamique politique que ça crée, Alec, bon, M. Trudeau et Chantal disait, commentaire bien reçu sur les médias sociaux. Est-ce que les libéraux tirent avantage de cette crise-là? Est-ce que ce qu'il a fait hier soir, ça donne un certain avantage à un parti qui figure pas très bien dans les sondages depuis quelques mois? Je pense que ça peut les aider, non pas parce que Justin Trudeau lui-même a bien performé hier soir dans son discours, parce que lui, il s'en va. Donc, dans un mois, ce sera plus lui, on le verra plus. Mais parce qu'autour de lui, il y avait des ministres qui vont être encore là. Donc, Mélanie Joly, Dominique Leblanc, David McGuinty, ce sont eux qui se sont rendus à Washington, qui ont plaidé la cause du Canada. Ils ont passé toute la semaine là-bas, dans le cas de Mélanie Joly, entre autres, ont rencontré des gens. Ils ont fait le travail auquel on s'attend d'un gouvernement qui entre dans une crise. C'est-à-dire, on essaie de parler à nos alliés, parler aux représentants, parler aux sénateurs pour essayer de faire infléchir le président. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est un président très particulier, mais c'est pas ça que les Canadiens vont retenir. Ils le savent que Donald Trump en fait qu'à sa tête. Ils vont se dire, bien, ils sont encore un gouvernement fonctionnel. Ils sont encore capables d'aller se battre pour les Canadiens puis d'aller essayer quelque chose. Et donc, il y a une attention qui va être là parce que celui qui va diriger le parti, que ce soit Mark Carney ou Chrystia Freeland, va avoir la même équipe autour de lui pour être capable de continuer à affronter Donald Trump. Donc, je vous dis pas que ça va radicalement changer les intentions de vote. Je pense que l'appétit de changement est encore important. Mais je pense que peut-être des gens qui avaient l'impression que l'usure était rendue au point de rupture chez ce parti-là et qui se disent peut-être qu'il leur reste encore un peu de ressort. Regardons voir. Oui, j'ai vu des hochements de tête, Chantal, puis Michel ensuite. Je suis pas. L'idée de l'équipe, oui, mais je pense que ce qui avantage le Parti libéral, c'est aussi que la succession de Justin Trudeau a le portrait type du genre de personne qu'on voudrait avoir comme premier ministre dans ces circonstances-là. Ça marginalise, selon moi, encore davantage des candidats comme Karina Gould, qui n'a pas vraiment de lettre de noblesse économique ministérielle. Ça avantage certainement quelqu'un comme Mark Carney, mais c'est la combinaison des deux qui avantage le Parti libéral. L'idée, et sur l'humeur de changement, moi, je la sens changer, l'humeur de changement, dans le sens où est-ce qu'on a le goût de prendre une chance sur quelqu'un qu'on n'a pas essayé, un gouvernement qu'on n'a pas vu à l'œuvre d'aucune façon et qui amène des gens néophytes, alors qu'il se passe tout ça. Alors, j'ai comme l'impression que de la façon dont c'est parti, l'appétit de changement qui servait Pierre Poilievre va aller en diminuant. On n'aura pas le goût d'aller voir si on peut se rendre encore plus instable et essayer des nouvelles affaires dans les circonstances actuelles. Michel, vous le sentez aussi, ce changement-là? Puis qu'est-ce qu'il fait, M. Poilievre, dans le contexte, là? Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est ça que j'allais vous poser comme question. Où est Pierre Poilievre? Où sont ses députés? Il y a 2 régions au Canada qui vont être extrêmement affectées par ça. C'est le sud de l'Ontario à cause de l'industrie automobile, puis c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean à cause de l'industrie de l'aluminium. Il y a un député conservateur là-bas. Est-ce que vous l'avez vu? On va bientôt mettre sa face sur une pelle de lait, là. Alors, c'est ça qui est le problème actuellement, c'est que le Parti conservateur est rendu tellement concentré qu'il n'y a que M. Poilievre ou à peu près qui peut parler. Et là, il est aux abonnés absents. Peut-être qu'il y a une stratégie derrière ça de dire on ne contredit pas le premier ministre quand le feu est pris, ça peut-être, mais M. Poilievre, actuellement, n'est pas un joueur. Et ça, c'est pas bon pour lui, puis c'est pas bon pour son parti. Chantal, puis Alec ensuite. M. Poilievre n'est pas capable de faire sortir jusqu'à preuve du contraire les mots de sa bouche qui disent « J'appuie le gouvernement du Canada dans ses démarches actuelles ». Ça lui reste en travers de la gorge. Le problème, c'est que les Canadiens
s'attendent à ça. Ils ne voulaient pas, en fin de semaine, entendre Mark Carney dire « si seulement j'étais là, je ferais mieux que Justin Trudeau » ou Chrystia Freeland se promener en disant « il ne fait pas la bonne affaire ». Mais ils ne veulent pas entendre ça non plus de M. Poilievre. Et de dire 3 bons mots sur le gouvernement du Canada jusqu'à preuve du contraire, là, c'est presque demander à Pierre Poilievre de se transformer en quelqu'un d'autre. Ouais. Il nous reste 30 secondes avec le mot de la fin. Oui, c'est compliqué pour tous les partis d'opposition. Ça va être compliqué à Québec également autour de François Legault là, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, puis l'éventuel chef libéral, puis pour Rouba Gazal, parce que ça va être difficile pour Pierre Poilievre puis Jack Meeting, parce que lorsqu'il y a une crise, on veut que quelqu'un parle pour nous, puis les gouvernements sont mieux placés pour le faire que des partis d'opposition qui n'ont pas de levier, ils n'ont pas de pouvoir. Hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit « Je vais me réunir avec mon caucus, puis je vais vous proposer un plan ». Je regardais les réactions sur les réseaux sociaux, les gens se disent « Mais quel plan? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce plan-là? Il va servir à rien, votre plan. Vous n'êtes pas au pouvoir. » Donc, pour tous les partis, c'est compliqué, puis ça va l'être tant que la crise va être en cours. Elle peut durer 3-4 semaines, selon les optimistes. Elle peut durer 6 mois aussi. Ça commence à être long. Oui, OK. Ça, on n'a pas la réponse encore là-dessus. On va en reparler. On n'a pas la réponse. On va en reparler, je pense, vous et moi. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.